Dans le cadre de l'émission Livre en partage, animée par Alain Capdegel, Françoise de Poly va aujourd'hui vous parler de l'Odyssée. Bonjour Françoise. Bonjour Élise. Bon, alors Françoise, dites-moi pourquoi vous avez voulu nous parler de l'Odyssée. Ah, pourquoi parler de l'Odyssée? Parce que cet ouvrage qui a plus de 3000 ans reste d'une actualité totale, même parfois brûlante, et que le personnage central est sans doute un des héros les plus magnifiques que la littérature universelle ait produit. En tout cas, c'est vraiment mon héros favori de toute la littérature. Voilà. Bon, vous pouvez nous le situer dans le temps ? Or, le situer dans le temps, l'œuvre, elle a 3000 ans. Elle a 3000 ans. Quelle est la part d'histoire, quelle est la part de légende? C'est difficile de le savoir. On ne sait même pas si Homère a vraiment existé. Donc tout ça reste entouré de mystères. Il n'en reste pas moins que 3000 ans plus tard, il continue à nous fasciner et que cette œuvre reste une œuvre majeure. Si on se fie à Sylvain Tesson, qui a fait un très beau travail sur Homère, il nous dit: les anciens Grecs nous ont appris à regarder le monde. Et lui qui, pendant 1 mois et demi à bord d'un voilier, a suivi l'itinéraire d'Ulysse, tel que l'a retracé Victor Bérard au début du XXe siècle, il dit aussi: les héros de ces chants vivent encore en nous. Leur courage nous fascine, leurs passions nous sont familières, leurs aventures ont forgé des expressions que nous employons. Ils sont nos frères et sœurs évaporés. Athéna, Achille, Ajax, Hector, Ulysse, Hélène, leurs épopées ont engendré ce que nous sommes, nous autres Européens, ce que nous sentons, ce que nous pensons. Les Grecs ont civilisé le monde, écrivait Chateaubriand. Homère continue à nous aider à vivre. Et il ajoute: je crois à cela, l'invariabilité de l'homme. Les sociologues modernes se persuadent que l'homme est perfectible, que le progrès le bonifie, que la science l'améliore. Fadaise. Le poème homérique est immarcessible, car l'homme, s'il a changé d'habit, est toujours le même personnage, mêmement misérable ou grandiose, mêmement médiocre ou sublime, casqué sur la plaine de Troie ou en train d'attendre l'autobus sur les lignes du XXIe siècle. Voilà. Très beau passage, Françoise. Ça résume ce qu'est Ulysse. Il est un héros de la Grèce antique, mais il est aussi un homme avec toutes ses dimensions humaines, et défauts et qualités compris. C'est ce qui est finalement fascinant. Alors, dès qu'on lit l'invocation à la muse, à la toute ouverture de l'œuvre, c'est l'un des aspects d'Ulysse qui est mis en évidence. C'est l'homme au mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui tant erra quand de Troade il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui, sur les mers, passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Ils ne durent la mort qu'à leur propre sottise, ces fous qui du soleil avaient mangé les bœufs. C'est lui, le fils d'Amon, qui raya de leur vie la journée du retour. Viens, ô filles de Zeus, nous dire à nous aussi quelqu'un de ses exploits. Alors il s'agit là de la traduction de Victor Bérard, qui fait encore autorité par son côté poétique, puisqu'elle est rédigée en vers blanc. Je sais que les puristes trouvent qu'elle manque un petit peu d'exactitude par rapport à l'œuvre, mais je vois que Sylvain Tesson fait la plupart du temps référence à la traduction de Victor Bérard. Alors dans cette invocation, on voit déjà un des traits essentiels d'Ulysse, l'homme au mille tours, le rusé. Le curieux aussi, qui court le monde, l'aventurier. C'est un aventurier, c'est un marin. Et un marin habile, non seulement il sait naviguer, mais il sait construire. Quand il est chez Calypso, et que les dieux lui donnent enfin l'autorisation de retourner à Ithaque, il va construire lui-même son radeau, avec une ingéniosité et une adresse peu commune. C'est le chef responsable, celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Voilà, ça c'est l'aspect héroïque d'Ulysse. Roi d'Ithaque, le guerrier qui s'embarque avec la flotte d'Agamemnon pour aller à Troie rechercher Hélène enlevée par Paris, le roi de Troie. C'est un petit roi, Ulysse, il a un tout petit royaume, Ithaque. Mais c'est lui qui va donner la victoire aux Grecs.
C'est lui qui va imaginer la ruse du cheval de Troie qui, au terme de 10 années de siège, va permettre aux Grecs de s'emparer de la ville. Donc l'homme aux mille ruses, le guerrier, le capitaine, l'homme curieux de tout, l'explorateur, en quelque sorte. C'est un peu un néologisme par rapport à la période, mais tout de même, il y a cette curiosité. Mais finalement, de ces héros sans peur et sans reproche, courageux, qui n'ont peur de rien, qui remportent toujours leur combat, la littérature en regorge. Chez Ulysse, cet aspect est contrebalancé par un autre. Et pour ma part, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Ulysse est un homme dans toute sa complexité, avec ses paradoxes, ses malheurs, ses faiblesses. Et je crois que c'est pour ça qu'il nous parle encore tellement. Pas tellement par... Le côté héroïque nous parle, bien sûr, parce qu'on aime bien les héros, puis il y a eu tout le cinéma qui nous a aussi bercé de personnages héroïques. Mais où Ulysse se révèle particulièrement touchant, et où il reste totalement intemporel, c'est dans ses aspects, dans ses faiblesses. Alors, quelle faiblesse? Bien, par exemple, ce n'est pas une faiblesse, il y a sa fidélité à sa femme. Ulysse, pendant cette longue errance sur les mers, puisque après le siège de Troie, qui a duré 10 ans, il va encore mettre 10 ans pour rentrer chez lui, parce qu'entre-temps il a fait des bêtises, et il y a toujours ce souci de retrouver sa terre, bien sûr, mais de retrouver aussi Pénélope, son épouse, et Télémaque. Ulysse n'oublie jamais Pénélope, il y pense, il en parle, il se désole de ne pas la retrouver. Même si, voilà, hein, il s'attarde un peu quand même, hein, quelquefois. Il s'attarde chez Circé, il s'attarde chez Calypso. C'est un homme, ça n'est pas qu'un héros. Voilà, il est faible devant Circé, même devant Calypso, il reste longtemps chez Calypso. Il est menteur, à l'occasion. Sa ruse, souvent, se fonde sur le mensonge. Il est vaniteux. Il est vaniteux et ça lui joue les tours. Par exemple, quand il s'est tiré d'affaire et qu'il a sauvé ses compagnons lors de l'épisode dans la caverne du Cyclope, il a imaginé une ruse, il a crevé l'œil du Cyclope, il a fait sortir ses compagnons dissimulés sous le ventre des moutons, il est sorti lui-même sous le bélier, il a dit au Cyclope, qui est à peu près stupide, qu'il s'appelait personne. C'est magnifique. Et une fois revenu à son bateau, il ne peut pas s'empêcher de crier au Cyclope. Si on t'interroge, Cyclope, tu diras que c'est Ulysse, le roi d'Ithaque, qui t'a fait ça. Voilà. Et le Cyclope va aller se plaindre, et voilà. Et Poséidon va condamner Ulysse à errer sur les mers. Voilà. Ça, c'est un aspect tellement humain. Il ne peut pas s'empêcher d'être vaniteux de ce qu'il a fait. Ce qu'il est aussi, Ulysse, c'est quelqu'un qui a un pouvoir de langage extraordinaire. Et on peut le trouver en particulier dans l'épisode que j'ai mal repéré, où, après son naufrage, il est parti de chez Calypso, il a traversé la Méditerranée, Poséidon, furieux que les dieux les libéraient en son absence, lui a envoyé une énorme tempête et il a fini par atterrir sur un rivage inconnu. Il ne sait pas du tout où il est. Et alors, il s'est caché. Il s'est caché parce qu'il est prudent, hein, c'est un de ses aspects aussi. Il sait qu'il est fort, mais il sait être prudent. Et au matin, caché dans un buisson, il entend des jeunes filles qui parlent. Il ne sait pas qui sont ces jeunes filles. Il se trouve que c'est Nausicaa, la fille du roi de cette terre où il a émergé. Le roi s'appelle Alkinoos, la terre c'est la terre des Phéaciens. Et cette jeune fille, Nausicaa, elle est venue, elle est toute jeune, elle est très jolie, elle est venue avec ses servantes laver son linge à la rivière. Et Ulysse sort du buisson.
Et Ulysse, il n'est pas beau à ce moment-là. C'est plus un jeune homme. Il a 45 ans. Il a fait naufrage. Il n'a plus rien. Il est tout nu. Et il sort du buisson. Et le voilà qui se présente. Les jeunes filles s'enfuient. Pas Nausicaa. Nausicaa est fille de roi. Donc elle se doit d'être courageuse. Et là, Ulysse, qui a besoin d'aide, lui fait une scène de séduction que je trouve pour ma part extraordinaire. Voilà ce qu'il lui dit. Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois ou déesse ou mortelle. Déesse chez les dieux, maître des champs du ciel, tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus. La taille, la beauté et l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle, habitant notre monde? 3 fois heureux ton père et ton auguste mère, 3 fois heureux tes frères. Comme en leur cœur charmé, tu dois verser la joie chaque fois qu'à la danse, ils voient entrer ce beau rejet de la famille. Et jusqu'au fond de l'âme, et plus que tous les autres, bienheureux le mortel dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme, ton aspect me confond. À Délos autrefois, à l'autel d'Apollon, j'ai vu même beauté, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Car je fus en cette île aussi, et quelle armée m'accompagnait alors sur cette route où tant d'angoisse m'attendait. Tout comme, en le voyant, je restais dans l'extase, car jamais fut pareil n'était monté du sol. Aujourd'hui, dans l'extase, ô femme, je t'admire. Mais je tremble, j'ai peur de prendre tes genoux. Vois mon cruel chagrin. Hier, après 20 jours sur les vagues vineuses, j'échappais à la mer. 20 jours que sans arrêt, depuis l'île Océane, les flots me rapportaient sous les coups des rafales. Lorsque les dieux enfin m'ont jeté sur vos bords, n'est-ce pour y trouver que nouvelles souffrances? Je n'en vois plus la fin. Combien de mots encore me réserve le ciel? Ah, reine, prends pitié, c'est toi que la première, après tant de malheurs, ici, j'ai rencontrée. Je ne connais que toi, parmi les habitants de cette ville et terre. Indique-moi le bourg, donne-moi un haillon à mettre sur mon dos. N'as-tu pas en venant apporté quelques housses? Que les faveurs des dieux comblent tous tes désirs, qu'ils te donnent l'époux, un foyer, l'union des cœurs, la belle chose. Il n'est rien de meilleur, ni de plus précieux que l'accord au foyer, de tous les sentiments entre mari et femme. Grand dépit des jaloux, grande joie des amis, bonheur parfait du couple. Donc vous voyez comment il y a la flatterie, vraiment presque la flagornerie. Et puis, la demande. Je suis naufragé. Oui. Voilà. Et puis on revient sur les souhaits. Voilà. Évidemment, Nausicaa va l'aider, va lui indiquer le chemin du palais et il va aller se présenter. Alkinoos va le recevoir. Et on a de très belles scènes dans le séjour chez les Phéaciens parce que, et là aussi, c'est un des aspects essentiels que nous a enseigné la Grèce, la loi de l'hospitalité. Alkinoos ne demande rien à Ulysse, ni qui il est, ni d'où il vient. Et il le reçoit comme un roi. Il organise pour lui un extraordinaire banquet. Et lors de ce banquet, il y aura un Aède qui va raconter l'histoire d'Ulysse. Preuve que ce personnage a pris une place énorme. Et à ce moment-là, Ulysse, discrètement, va se mettre à pleurer en entendant son histoire. Et Alkinoos, à ce moment-là, comprend qui il est. Il va lui donner un bateau. Et ce bateau va lui permettre de revenir à Ithaque. Donc c'est une belle histoire, une belle aventure humaine. Alors cet Ulysse, s'il nous parle aussi beaucoup dans notre époque, et pour les raisons pour lesquelles il peut parler dans toutes les époques, c'est que fondamentalement, l'un des aspects essentiels d'Ulysse, c'est l'exilé. Et Dieu sait que des exilés, toutes les époques en connaissent, et en ce moment, nous avons une actualité brûlante qui nous ramène à cette notion d'exil. Ulysse, c'est l'exilé, c'est celui qui erre, c'est celui qui aspire, comme tous les exilés, à retourner sur sa terre natale. Bien sûr, c'est son royaume, bien sûr qu'il aspire à retrouver son royaume, mais essentiellement, il aspire à retrouver sa terre, celle de ses ancêtres, celle dans laquelle il a ses racines. Et il va errer par le monde en ayant toujours au cœur et à l'esprit cette envie, ce désir de revenir. Et il y a une scène particulièrement émouvante où on voit le héros, ce guerrier, cet homme sans peur,
Il est chez Calypso, il ne voit pas la fin de ce séjour. Et il y a 10 ans qu'il est parti de chez lui. Il se demande s'il reviendra un jour. Et il est au bout de l'île de Calypso. Et il pleure. Un héros qui pleure, c'est assez rare. C'est un des aspects les plus intéressants d'Ulysse, les plus touchants. C'est là où il rejoint vraiment une intemporalité et qui fait qu'il nous parle. Et nous y sommes sensibles. Et quand il va enfin revenir à Ithaque, il n'est pas tout à fait au bout de ses peines. Bon, il va y avoir quelques scènes horribles, hein, parce que chez Ulysse, il y a quand même le désir de vengeance contre les prétendants qui ont voulu lui voler son royaume en épousant sa femme. C'était surtout le royaume, hein, qui les intéressait. Et la vengeance d'Ulysse va être terrible. C'est une scène sanglante, assez affreuse. Je dois dire, à ma grande confusion, que c'était une des scènes que les élèves de 6e préféraient. Le massacre des prétendants. Avec l'œil du cyclope, quand Ulysse lui crève l'œil avec le pieu qu'il a chauffé dans le feu. C'est ce que préfèrent les élèves. Personnellement, c'est pas ce que j'aime le plus dans l'Odyssée, mais c'est comme ça. Alors, il y a une scène à la fin dans l'avant-dernier chant de l'Odyssée, où Ulysse et Pénélope se retrouvent enfin. Alors. Et là aussi, on a une scène qui est intimiste, qui est poétique en même temps. C'est une très très belle scène. Ulysse, pris d'un plus vif besoin de sangloter, pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. Elle est douce, la terre, aux vœux des naufragés, dont Poséidon en mer, sous l'assaut de la vague et du vent, a brisé le solide navire. Ils sont là quelques-uns qui, nageant vers la terre, émergent de l'écume. Tout leur corps est plaqué de salures marines. Bonheur, ils prennent pied. Ils ont fui le désastre. La vue de son époux lui semblait aussi douce. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce cou. L'aurore aux doigts de rose les eût trouvés pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eût d'allonger la nuit qui recouvrait le monde. Elle retint l'aurore au bord de l'océan, près de son trône d'or, en lui faisant défense de mettre sous le joug, pour éclairer les hommes, ses rapides chevaux, Lampos et Phaéton, les poulains de l'aurore. Ulysse la visée dit à sa femme, « Ô femme, ne crois pas être au bout des épreuves. Il me reste à mener jusqu'au bout, quelques jours, un travail compliqué, malaisé, sans mesure. C'est le devin Tirésias qui me l'a dit. Le jour que débarqué à la maison d'Hadès, je consultai son ombre sur la voie du retour pour mes gens et pour moi. Mais gagnons notre lit, ô femmes. Il est grand temps de dormir, de goûter le plus doux des sommeils. » La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. « Ton lit te recevra dès que voudra ton cœur, puisque les dieux t'ont fait rentrer sous ton grand toit, au pays de tes pères. Mais puisqu'ils t'ont donné la pensée de me dire qu'une épreuve te reste, voyons, il faudra bien qu'un jour je la connaisse. La savoir tout de suite est peut-être le mieux. » Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Pauvre ami, à quoi bon me presser de parler? Et pourquoi tant de hâte? Je m'en vais te le dire et ne t'en rien cacher, mais ton cœur n'aura pas de quoi se réjouir, et moi-même j'en souffre. Tirésias m'a dit d'aller de ville en ville, ayant entre mes bras une rame polie, tant étant qu'à la fin, j'arrive chez les gens qui ignorent la mer. Et connais à ton tour quelle marque assurée le devin m'en donna. Sur la route, il faudra que notre voyageur me demande pourquoi j'ai cette pelle à grains sur ma brillante épaule. Ce jour-là, je devrais, plantant ma rame en terre, faire au roi Poséidon le parfait sacrifice d'un taureau, d'un bélier et d'un verra de taille à couvrir une truie. Puis rentrant au logis, si j'offre à tous les dieux, maîtres des champs du ciel, la complète série des saintes hécatombes, la plus douce des morts me viendra de la mer. Je ne succomberai qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de moi des peuples fortunés. Voilà ce que le sort, m'a-t-il dit, me réserve. Donc on voit que le héros, il a des épreuves encore à subir. Ça aussi c'est intéressant chez Ulysse, les épreuves. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit. Si c'est à nos vieux jours que les dieux ont vraiment réservé le bonheur, espérons échapper ensuite à tous les maux. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, la nourrice Riclée, aidée d'Eurynômée, leur préparait le lit, à la lueur des torches. Car leur soin diligent eut regarni de doux tissus les bois du cadre, la nourrice rentra chez elle pour dormir. Mais, leur servant de chambrière,
Eurynome revenait, torche en main, pour leur ouvrir la marche. Elle les conduisit dans leur chambre et revint, les laissant au bonheur de retrouver leur couche et ses droits d'autrefois. Là, on a tout simplement, comme dans le film de Lelouch, un homme et une femme. Séparés longtemps, qui ont souffert de l'absence, qui ont traversé chacun de son côté des épreuves, et qui se retrouvent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. C'est un des aspects aussi très attachants d'Ulysse et également de Pénélope. Oui, dans cette scène, il n'y a pas une grande éloquence, hein, Non. Voilà. Le langage tout d'un coup devient très simple, hein, Voilà. c'est comme, bon, tu rentres à la maison, on est Tu ensemble. rentres à la maison, mais oui. tu sais, j'ai encore quelque chose à faire, bon, mais dis-le-moi, et voilà. Et là, il parle avec une grande simplicité, parce qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'a pas besoin de séduire, comme quand il se trouve devant Nausicaa et qu'il a besoin d'aide. Hein, alors voilà cet Ulysse qui nous parle encore. Et, bon, c'est une vraie norme, hein, l'Odyssée. Il y a des passages qui sont plus arides que d'autres. Hein. Personnellement, j'aime pas beaucoup le passage où il descend aux enfers. Hein. Je le trouve un peu pesant et un peu lourd. Mais après, les épisodes marquants, hein, ceux que plus ou moins tout le monde connaît, dont on a un peu entendu parler, c'est le Cyclope, les sirènes, l'épisode des sirènes, là où on voit toute la curiosité d'Ulysse. Parce qu'on lui a dit que le chant des sirènes allait le charmer et qu'il allait entraîner son bateau n'importe où. Mais il veut savoir. Il veut savoir. Mais il est prudent. Donc il y a prudence et curiosité chez lui. Il veut entendre les sirènes. Il se fait attacher au mât pour être sûr qu'il ne va pas aller battre ses hommes pour les obliger à conduire le bateau d'une manière déraisonnable. Et entre-temps, il a pris soin, il a bouché les oreilles de ses hommes pour qu'eux n'entendent pas. Il va être le seul à entendre les sirènes. Et il va hurler qu'on le détache, mais comme ses marins ne l'entendent pas, donc on voit à la fois toute la ruse, toute la réflexion. C'est un homme supérieurement intelligent. Mais il a la prudence de se dire que il ne faut pas qu'il fasse le malin, là. Il sait qu'il est homme aussi. Il sait qu'il est homme. Voilà. Alors, il y a des moments où il se croit uniquement héros, hein, quand il dit au Cyclope, voilà, là, il fait une grosse bêtise, mais il sait que par moments, il peut être tenté. Il est lucide sur lui-même. C'est un héros qui échappe au temps. Voilà. Moi, c'est ce qui fait que j'aime Ulysse. C'est mon héros préféré de la littérature. Et si on ne devait lire qu'un chant, lequel conseilleriez-vous? Qu'un chant. Alors, tout dépend. L'épisode de chez Circé est intéressant. Quand Circé transforme les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Et que finalement elle va le retenir. L'épisode de Circé est intéressant. La magicienne, parce que ça touche à un aspect important de l'Antiquité, la notion de magie. Il y a l'épisode des sirènes, qui est beau. Il y a l'épisode du Cyclope. Bon, l'épisode du Cyclope, c'est le plus connu. Mais c'est intéressant parce que l'épisode du Cyclope nous montre l'opposition entre une force brute, qui est celle du Cyclope, qui est pas très, il n'est pas très malin, il est méchant, il est vorace, il dévore les compagnons d'Ulysse, il est brutal. Alors la confrontation entre quelqu'un qui représente la force brutale et quelqu'un qui va réussir à déjouer cette force brutale par son intelligence. Ça aussi, c'est quand même un épisode essentiel. Après, les gens qui connaissent la mer, qui connaissent les bateaux, l'épisode où il construit son radeau chez Calypso est très très intéressant parce que on voit vraiment comment il sait choisir les arbres pour les différentes parties de son... C'est un radeau qu'il fait pour traverser la Méditerranée. Il est intéressant ce passage par rapport à des notions techniques qui existaient et on voit il sait concevoir ce radeau et le bâtir en ayant choisi ses bois, en ayant choisi ses outils. C'est un épisode intéressant parce qu'il est assez intemporel aussi, celui-là. Oui, et c'est une épopée qui a traversé le temps parce que
Par hasard, je regardais l'autre jour un catalogue de voyage et il y avait sur les traces d'Ulysse. Mais voilà. On proposait de partir en voilier, de faire toutes les étapes. C'est ce qu'a fait Sylvain Tesson. Cette émission qui a été diffusée sur Arte en 4 épisodes, je crois, nous a montré Sylvain Tesson sur un voilier et sur les traces d'Ulysse en suivant le fameux itinéraire établi par Victor Bérard. Puisque Tesson, il fait très souvent référence dans l'ouvrage qu'il a publié après son émission de radio et le documentaire filmé sur Arte. Il fait très souvent référence à la traduction de Victor Bérard, et qui semble le séduire aussi par son côté. Elle est très belle cette traduction. Le rythme de l'Alexandrin blanc donne à l'œuvre une poésie que d'autres traductions n'ont pas. Même si elles sont peut-être pour les puristes plus proches de la réalité du texte. Moi j'avoue que j'aime énormément la traduction de Victor Bérard. Voilà. Bon, on parlerait des heures et des heures, je crois, avec vous de l'Odyssée. Et on vous écouterait des heures et des heures. Ulysse. Ça faisait rire mes élèves, que j'aime à ce point ce personnage. Mais pour moi, il existe vraiment, quoi. Je trouve que... Oui, et il ne vous a pas quitté, quoi, depuis que vous l'avez découvert. Non, depuis que je l'ai découvert, il ne m'a pas quitté. Et vous l'avez découvert... enfant ou oui, comme tout le monde, dans les programmes scolaires, mais après, j'ai relu, et puis quand je suis passée de l'autre côté, quand j'ai travaillé avec mes élèves, j'ai bien vu que, vous savez, les élèves de 6e, ils leur parlent vraiment Ulysse, et ça c'est quand même un signe que, parce que c'est pas une œuvre très facile, l'Odyssée. Mais il leur parle. Bon, en 6e, il voit essentiellement le roman d'aventure. Mais c'est ça aussi, l'Odyssée. On peut dire que c'est le premier roman d'aventure de l'histoire de la littérature. Certains ont voulu y voir aussi un traité de géographie, la connaissance du monde grec, les limites de ce que les Grecs connaissaient. Les Grecs qui étaient des marins, des navigateurs, vraiment. Alors après, il y a eu des choses par rapport à ce que disait Victor Bérard et à l'itinéraire qu'il a établi, lui. Je sais qu'il y a eu, j'avais trouvé une fois un itinéraire qui a mené Ulysse jusqu'en mer Baltique. Mais dans l'Atlantique d'abord et jusqu'en mer Baltique. Mais je sais que cette hypothèse, elle a été complètement battue en brèche par la suite. Et je crois, à ce que je sais, enfin, j'ai rien lu depuis longtemps. Mais je crois que la plupart des commentateurs de l'Odyssée s'accordent pour reconnaître que l'itinéraire, c'est celui... avec tous des symboles. On dit par exemple que l'épisode du Cyclope, ce serait une métaphore du volcan ou de choses comme ça, de forces naturelles menaçantes. Voilà. C'est vrai qu'on peut y voir ça aussi parmi les personnages mythiques. Voilà. Et si on veut vraiment, oui, on peut relire, mais on peut aussi aller voir du côté de Sylvain Tesson, parce que vraiment, sa lecture de l'Odyssée est absolument passionnante, avec son talent d'écriture en plus. Alors, merci Françoise d'avoir fait découvrir ou redécouvrir aux auditeurs de l'Université du Temps Libre l'Odyssée. Vous avez brillamment fait vivre ce texte et nous espérons que vous donnerez envie de lire ou de relire cette épopée. J'espère, moi j'aimerais bien que les gens connaissent Ulysse. Évoque les événements tragiques se produisant si près de chez nous. En effet, dans ce livre, comme vous l'avez si bien dit, nous trouvons l'héroïsme, la solidarité, l'exil, et cela fait hélas écho aux images et aux récits tragiques qui nous viennent en permanence de l'Ukraine en ce moment. Voilà. Et les grandes œuvres sont intemporelles. On peut toujours trouver dans une grande œuvre quelque chose qui à notre présent, à notre actualité, même si elle est tragique. C'est le cas en ce moment.